Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde intitulée « Les séries format d'avenir ». Nous allons échanger cet après-midi sur la production des séries télé, sur le présent, le passé et le futur de la production des séries télé avec les chefs opérateurs Xavier Doléan, José Gérel et Marion Ray. Pour commencer, est-ce que vous pouvez raconter chacun les grandes lignes de votre parcours et ce qui vous a amené à travailler principalement sur les séries télé comme directeur de la photo? Alors, oui, bonjour à tous. Moi, mon parcours est plutôt classique, on va dire. J'ai démarré comme assistante caméra. Sur du long métrage, mais aussi très vite j'ai fait de la série. Et puis après, je suis passée chef opératrice d'abord sur des deuxièmes équipes de séries, et puis ensuite voilà, sur des formats. Actuellement, je travaille sur des formats de quotidienne. Donc type Un si grand soleil voilà, pour France Télé, ou aussi Plus belle la vie à Marseille. Un si grand soleil, c'est à Montpellier. Voilà. Merci. José ou Xavier? Bonjour. Moi, je suis arrivé dans le métier dans les années 2000 grâce à une amie, Yamida Benguigui, qui m'a mis le pied à l'étrier, où j'ai fait un petit peu de régie avec elle, puisqu'elle allait préparer un documentaire sur la condition de la femme musulmane, femme d'islam. Et je l'ai accompagnée. Ensuite, je me suis dit que le travail du monsieur qui faisait la lumière et qui cadrait, c'était pas mal, que ça m'intéresserait. Et j'ai entrepris des formations à la pellicule encore à l'époque, puisque ça se tournait en Super 16, ensuite avec l'arrivée du numérique. Et puis donc j'ai un parcours lié au départ avec le documentaire, et ensuite avec différents stages, avec différents directeurs photo de renom. Je suis rentré du Maroc pour essayer de la faire d'être court, hein, et là il a une production, cherchait un chef-op qui maîtrisait bien le numérique pour une série, un 6x52. Et voilà, j'ai mis le pied à l'étrier. Puis de cette série-là, on m'a présenté un réalisateur, Nicolas Cuche, avec lequel j'ai fait une série qui a eu 4 prix, David Noland, donc. C'était au festival de Saint-Trope à l'époque, avant que ça n'arrive à La Rochelle. Et puis voilà, après, votre nom circule, on voit votre travail et les choses s'enchaînent. Donc j'ai un parcours lié avant tout, j'ai eu beaucoup de chance à la création de séries, et j'ai fait aussi 4 longs métrages. Et de temps en temps, je reviens au documentaire, parce que c'est une belle école de la vie, quoi. Voilà. Bonjour, moi j'étais passionné par les effets spéciaux de plateau, animatronique, SFX, on va dire pyrotechnie, maquillage spéciaux, tout ça quand j'avais 15-16 ans. Et je me suis renseigné un peu des métiers du cinéma. J'ai fait quelques stages quand j'étais à la fac, et puis j'ai découvert un peu, comme toi, cette fascination pour la personne qui s'occupe de la lumière, pour la lumière un peu comme une matière, voilà, ça m'a fasciné. Et je me suis dit, je veux faire ça comme métier. Et j'avais commencé comme assistant mise en scène, donc j'ai fait 2-3 années comme assistant mise en scène, et puis j'ai fait des successions de formations professionnelles, dont une à Louis Lumière en 35 mm, c'était encore en pellicule aussi. C'était vraiment la fin, c'était genre en 2005. Et puis j'ai fait d'autres formations, prise de vue en relief, prise de vue très haute vitesse. J'ai fait aussi une formation à Los Angeles dans une école qui s'appelle Global Cinematography Institute, où il y avait des workshops lumière. Et en fait, tout au long de je me suis formé comme ça. J'ai fait cette formation à Louis Lumière, j'avais 22 ans peut-être. Et en parallèle, je travaillais sur les plateaux, donc comme assistant mise en scène, assistant accessoiriste, électricien, technicien ballon éclairant. Et puis j'ai raccroché le chemin de l'assistanat caméra, plus classique comme tu disais, mais qui est assez fondateur parce qu'on apprend beaucoup de choses pour notre métier sur la caméra. Et puis voilà, après j'ai fait 5-6 ans comme ça, deuxième assistant, un peu premier, et puis j'ai basculé au moment où vers la trentaine, je faisais pas mal de publicité pour Internet, un peu pour la télé, et puis j'ai basculé dans le monde de la série parce que j'avais parmi tous les réalisateurs que j'ai suivis sur les courts-métrages que j'ai pu faire, en pensant faire du cinéma, il y en a un qui est parti dans la série télé. On a d'abord fait des programmes télé qui
tournait très vite, notamment un truc qui s'appelle Cut pour France O, qui se tourne à La Réunion, où on tournait 18 minutes par jour. Et puis petit à petit, j'ai fait d'autres formats. J'ai fait la série Scam, les 6 premières saisons de la série Scam. J'ai fait la série Mental aussi pour Slash. Et récemment, j'ai fait la série Germinal, là où c'était vraiment une autre échelle, quoi, voilà. On va en parler. José, tu tournes donc des séries en France depuis le début des années 2000. Quel changement as-tu observé sur les plateaux et dans l'industrie ces 20-25 dernières années? Xavier et Marion, n'hésitez pas à rebondir, bien sûr. Waouh, vaste question. On peut parler un peu technique. Enfin, il y a une évolution technique énorme. Donc, quand il y a eu la bascule dans les années 2000, hein, Xavier, du Super 16 pour les séries ou les téléfilms, il y avait même plus de téléfilms que de séries. Donc, du Super 16 au numérique, on avait des caméras qui avaient un petit capteur, 2 tiers. Et ensuite, l'évolution s'est faite quand même sur un laps de temps assez long. Je pense ne pas me tromper, pour voir arriver des capteurs beaucoup plus grands ou du plein format. Maintenant, tu me reprends si je me trompe. Hein, il y a eu cette évolution, on a suivi cette évolution. Il y a eu le passage au numérique qui était le passage au numérique qui était le passage au numérique déjà pas cool. Le numérique au départ, c'était pas super beau, ou en tout cas, il fallait beaucoup de moyens pour le contrôler. Voilà. Et puis petit à petit, ça a gagné en qualité. Et pour maintenant finir on tourne exactement avec les mêmes caméras en série qu'en long métrage. Ouais, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça a un peu décloisonné les secteurs qui étaient vraiment, comme tu dis José, la série c'était du Super 16, la fiction, le long métrage c'était du 35 mm et la télé c'était de la vidéo, enfin. Hein, et puis d'un coup, quand tu es arrivé le numérique, d'un coup j'exagère. Non, pas d'un coup, ça a pris un peu de temps. Mais on va dire que maintenant, en tout cas, c'est sûr qu'on tourne en 4K pour les plateformes ou on tourne en 4K pour le cinéma. C'est-à-dire que les plateformes nous demandent du 4K, en tout cas au moins au niveau du négatif numérique. Et pour le cinéma, on va aussi avoir une tendance à tourner avec un négatif numérique en 4K et avec les mêmes caméras. Ce qui peut changer, c'est les codecs, c'est la compression. Pour des raisons de stockage, de data, voilà, ça peut être un peu différent. Et aussi le temps d'étalonnage, le temps de post-production va être un peu différent. Mais sinon, c'est vrai que ça, c'est deux mondes qui se sont retrouvés. En tout cas techniquement. Et puis d'ailleurs, on en parlera peut-être un peu plus, mais pas que techniquement d'ailleurs. Cette passerelle qui s'est créée entre parce que moi, j'ai jamais fait trop la différence entre la série et le long métrage. Pour moi, j'ai la même exigence de travail technique et photographique, en s'adaptant, bien évidemment. Voilà, donc cette évolution s'est faite donc tout au long de ces années, avec au niveau des optiques aussi, ça a bien évolué, des projecteurs également. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour bien travailler maintenant, quoi. C'est une belle évolution quand même dans le temps, quoi. Peut-être, Xavier, parle-nous de la fabrication de Germinal, une mini-série dont l'une des particularités est d'avoir été tournée en format anamorphique, qui est plutôt rare pour une production télé française. C'était important pour toi et tes collaborateurs de vous rapprocher le plus possible d'une esthétique cinématographique ? Oui, alors Germinal, on n'est pas arrivé tout de suite à Germinal comme ça, c'est-à-dire qu'avec David Oureg, le réalisateur, on avait fait les 6 premières saisons de Scam, on s'est bien entendu avec nos producteurs, avec Banijay Studio, ils nous ont fait confiance sur Germinal. Sur Germinal, on a vite, quand on fait des séries comme ça, on crée un mood board. D'ailleurs en long métrage aussi, mais c'est vrai qu'en série, il y a un travail de préparation en amont qui peut être assez long et profond. Donc on a fait un mood board et dans les thèmes qu'on avait, on avait le western, parce que ce Germinal, ce nord, les paysages, la rue centrale avec les corons, ça nous rappelait l'artère centrale du western. Il y avait des thématiques, il y avait certains westerns qui nous inspiraient comme Heaven's Gate de Michael Cimino. Il y avait cette discussion déjà autour du ratio. Est-ce qu'on va cadrer cet univers de Germinal en 2:39 qui est le ratio historique issu d'une anamorphose, mais qu'on peut aussi faire en sphérique. Il suffit de prendre n'importe quelle image et vous mettez des bandes et vous êtes en 2:39. Nous, la question déjà, c'était est-ce qu'on va faire ce ratio ? Et la réponse, très vite, ça a été oui. Et ensuite, ce ratio, comme je le disais, on peut le fabriquer soit avec des optiques sphériques en croppant, soit avec des optiques anamorphiques pour avoir ce look. Et donc, on a fait des essais filmés
On est vite tombé d'accord sur l'anamorphique et on l'a proposé à nos producteurs. Nos producteurs étaient de toute façon emballés par l'idée depuis un moment et après c'était une discussion avec le diffuseur, mais ça s'est fait assez simplement, assez rapidement, aussi parce qu'on avait un diffuseur, France Télévisions, qui avait envie de changer, de pousser un petit peu son offre de séries télé, de pouvoir concurrencer les plateformes en termes de forme, en termes de fond, en termes de budget. Voilà, ils avaient envie de pousser un peu les curseurs et d'avoir un travail à l'image effectivement qui peut se rapprocher du cinéma. C'est vrai que d'ailleurs dans le mood board, il y a énormément de références de cinéma. Et dans notre fabrication, on a utilisé tout le process du cinéma. J'ai utilisé une caméra de cinéma avec un codec, pour le coup on en parlait de la compression, c'était une compression qu'on utilise pour le cinéma, et des optiques qui sont faites pour le cinéma. Donc voilà, c'est très poreux tout ça. Et ouais, ça a été super à préparer. Et je dois dire, c'est vrai, on en a souvent parlé avec José, de à quel point c'était pas facile de pousser les diffuseurs, à une certaine époque en tout cas, dans leur retranchement visuellement parlant, c'est-à-dire avec des looks assez forts, ou avec des contrastes assez forts, ou des niveaux de pénombre assez élevés. L'argument était toujours, oui, mais Madame Machin qui est dans telle partie de la France et Monsieur Machin qui est dans telle partie de la France, est-ce qu'ils auront un téléviseur qui sera capable de restituer les niveaux de noir de la mine, par exemple. Alors nous, on n'a pas eu cette discussion, mais si j'avais tourné Germinal il y a 10 ans pour la télévision, ça aurait été ça. Et donc là, on n'avait plus du tout cette discussion. Maintenant, avec l'arrivée des plateformes, ça pousse un peu tout le monde vers le haut, quoi. Voilà. José, Xavier, t'as rendu un bel hommage tout à l'heure quand on discutait tous ensemble dans le café. Il disait qu'avec David Noland, tu avais bousculé un peu les codes des séries télé françaises. Est-ce qu'il y avait cette volonté-là, justement, de passer à une autre forme d'image à ce moment-là ? Moi, étant passionné de lumière avant tout, et regardant à cette époque-là des séries, je te l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit, une série comme Les Experts, qui avait des images à caractère très, très, très fort, je me disais que si un jour j'avais la chance de faire ce beau métier de la lumière, j'irais vers ce type d'image, évidemment qui après doit évoluer et réévoluer. Mais c'était... alors il faut être pas cautionné, mais il faut être accompagné par le réalisateur, la production, faire des essais pour la chaîne, en rassurant, par exemple, quand j'ai fait Flic, initié par Olivier Marchal et réalisé par Nicolas Cuche, entre autres. À l'époque, c'était Nathalie Laurent qui était responsable de la fiction, et à une soirée chez Frédéric Diffenthal, qui était le comédien principal, j'ai dit à Nathalie, je vais aller très loin, comme d'habitude. En plus, c'est un polar, donc avec l'accord de la production et de Nicolas Cuche, et du chef déco, évidemment que la déco est importante, essentielle même, donc on irait vers des choses où moi, je ne me donnerais pas de limite. Et j'ouvre une petite parenthèse, j'ai un ami, Manu, qui m'avait dit « Mais si tu vas faire du TF1, il faut éclairer les nuits comme en plein jour ». J'ai dit « Non, moi je éclairerai les nuits comme j'ai envie ». Et Nathalie, je l'avais prévenue, je lui ai dit « Tu sais, je vais aller assez loin ». Elle m'a dit « José, j'aime bien ton travail, on va attendre les premiers rushs, et puis on verra si on se cause ou pas ». Mais sincèrement, et sans prétention, j'ai jamais eu aucun problème sur des retours de rush. J'ai toujours fait ce que j'ai eu envie de faire à la photo, à la lumière, mais une fois de plus, avec la chance d'être accompagné avec un réalisateur qui est en demande, un producteur en demande. Voilà, et après, il faut juste rassurer la chaîne, comme l'évolution des formats, du ratio. Tu parlais du ratio. À un moment donné, par exemple, sur Le Chasseur, une série aussi avec Nicolas Cuche, j'ai proposé de tourner en 2.0 ou 2.1, alors que tout le monde tournait en 1,77, plus vulgairement appelé le 16/9, rapport d'image de vos télés actuels. Et là, la production, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on a fait des essais que j'ai identifiés, mais j'ai un peu triché en les identifiant pour perdre un petit peu la prod. Et puis, en fin de compte, ils se sont trompés. En fin de compte, ils ont aimé ce qu'ils pensaient ne pas aimer. J'avais été un petit peu malin au niveau des essais. Et ça, c'est une petite anecdote sympathique. Et puis, parce que la question du producteur, d'un des producteurs, c'était oui, mais il va y avoir des bandes sur le côté, des bandes larges en haut, les gens vont rien y voir. Non, t'inquiète pas, on va faire des essais, et puis tu vas voir que ça va bien se passer. Et puis voilà, paf, on est passé au format de 2.0 ou 2.1 pour Le Chasseur. Ça, c'est une évolution aussi qui a mis du temps. Mais il faut nous laisser cette liberté artistique en dehors de notre travail intrinsèque qui est technique. Enfin moi, là-dessus, j'ai une exigence, comme peut l'avoir Marion ou Xavier ou d'autres directeurs photo, chefs opérateurs. Et il faut y aller, quoi. Enfin, il faut être dans la proposition,
ne pas se frustrer à travers la technique ou surtout le travail artistique et photographique. Ça, je m'interdis les frustrations, quoi. Sinon, je ne suis pas heureux dans ce métier qui me passionne et que j'aime profondément, quoi. Ouais, sur le choix du ratio, c'est toujours une discussion. C'est toujours une discussion. Et pour la télévision, pour un diffuseur, c'est mais pourquoi est-ce que je ne remplis pas complètement mon haut et mon bas de mon écran à la diffusion, en fait? Pourquoi est-ce que vous ne me remplissez pas ce terrain de jeu qui est le 1,78? Et évidemment, nous, les opérateurs, les réalisateurs, on discute parce que voilà, il y a des choses qui sont plus agréables à cadrer dans certains formats, il y a des choses certains décors qui passent mieux dans certains formats. Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours le cas, mais ça faisait partie des guidelines qu'il y a quand on travaille pour Netflix. Tous les ratios qui sont en dessous du 2 sont soumis à discussion. C'est-à-dire tout ce qui est 1,78, 1,85, il n'y a pas de problème. 2, il n'y a pas de problème pour eux. Par contre, dès l'instant, on veut faire quelque chose d'un petit peu plus rectangulaire, 2.1, 2.2. Maintenant, tous les ratios peuvent exister d'ailleurs. On met les bandes noires où on veut. Et ben là, c'est soumis à discussion et ça doit être justifié artistiquement auprès de Netflix quand on fait ça. Oui, on va parler des plateformes tout à l'heure, mais en fait, la grande différence entre la télé et le cinéma se joue quand même au niveau du rythme de production, qui est beaucoup plus rapide pour les séries. C'est un défi auquel vous devez tous sans doute faire face régulièrement, notamment toi, Marion, qui a travaillé sur une série qui se tourne aussi vite que Plus belle la vie. Tu peux dire quelques mots sur ça ? Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr qu'on est dans des temps de tournage totalement différents. C'est-à-dire que oui, on va être à 12-13 minutes utiles par jour en moyenne. Je fais une moyenne par rapport à des séries qui vont... Vous étiez à combien, vous, sur Germinal ? Alors Germinal, c'est le truc le plus... Pardon. Ouais. Germinal, c'est le truc le plus confort que j'ai tourné. Hein. J'ai pas passé ma vie à faire des Germinal. J'ai fait beaucoup de choses. Mais oui, mais c'est intéressant. Sur Germinal, on devait... Il y avait des journées qui étaient aux alentours de 7-8 minutes, mais il y avait des journées qui étaient aux alentours de 3-4 minutes, même moins, pour tout ce qui est cascade, pour les effets spéciaux, pour des choses comme ça. Le planning s'aménageait, mais oui, on était sur des minutages vraiment réduits par rapport à ce qui se fait en série télé. Malgré tout, ça restait un rythme assez soutenu. Oui, il faut voir que de toute façon, quel que soit le minutage, le rythme aujourd'hui sur tous les formats, que ce soit du long métrage, la série, sont toujours maintenant très, très resserrés, parce que peut-être que on a peut-être un petit peu plus de temps dans sa journée, mais en tous les cas, on a peut-être des choses plus compliquées aussi à faire, ça dépend. Mais maintenant, de toute façon, il faut aller vite, quoi qu'il arrive. Oui. Ça, c'est sûr. C'est vrai que sur de la quotidienne, oui, ça va très vite, parce que parfois, il y a des choses aussi compliquées à faire. Il peut y avoir des effets spéciaux, des scènes d'action, des changements de décor. Et puis, on tourne aussi souvent à 2 caméras, à plusieurs équipes. Par exemple, sur Un si grand soleil, il y a 4 équipes qui tournent en même temps, en non-stop. Voilà, qui se répartissent. Donc à la fois il y a une partie studio, il y a une partie des extérieurs, et puis il y a une autre équipe qui va tourner un peu les vignettes, des choses un peu où il faut être mobile, où il faut être léger. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des configurations qui sont différentes et qui demandent à la fois d'être rapide et puis de trouver des solutions, d'être malin, trouver des solutions rapidement pour pouvoir faire rentrer les journées. Et puis je pense que ce qui a beaucoup changé par rapport aux années 2000, où moi, à cette époque, je travaillais encore comme assistante. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes et d'exigences techniques vis-à-vis notamment les réalisateurs. Et forcément, on est aujourd'hui dans un monde d'images où tout le monde fait des images, tout le monde fait des films. Donc les envies sont de plus en plus précises et plus en plus complexes. Après, c'est ça qui rend notre métier intéressant, hein, on est d'accord. Mais voilà, d'un coup, il y a eu un upgrade comme ça sur les séries qui s'est fait, moi, je pense, par rapport à la technique. Alors, bien sûr, il faut que ce soit au service d'un scénario et d'une histoire, parce que si c'est pour remplir un vide, c'est un peu dommage.
Mais du coup, voilà, on est amené à travailler différemment, donc plus d'exigences. Et puis il y a aussi, on en a parlé, le numérique a changé nos manières de faire parce que maintenant on a le retour plus ou moins en direct, alors que c'est vrai qu'avant, voilà, le seul garant de l'image qui savait exactement comment ça allait se passer, c'était le chef opérateur. Maintenant, tout le monde derrière les écrans peut avoir une idée, alors plus ou moins précise, on est d'accord, on pourra en reparler, parce que ça aussi c'est une réelle problématique qui peut aussi amener à des incompréhensions. Mais du coup, de toute façon, tous les personnes qui sont là, qui sont présentes sur la fabrication du film, ont déjà une idée du rendu, de ce que ça va être. Donc du coup, forcément, pour nous, le travail est faut d'autant être plus précis, je pense. En tous les cas, on a changé nos manières de travailler, ça c'est sûr. Et en série, je pense que c'est ça qui a amené aussi un upgrade, on va dire, technique et artistique. Voilà. Vous voulez compléter dans l'évolution qu'on a pu constater ces dernières années, c'est les plateformes, évidemment, les plateformes internationales, étrangères, qui à la fois nous proposent du contenu, qui du coup on se dit mais donc ce qu'on produit nous dans notre pays, il faudrait quand même qu'on se mette un peu au niveau. Je pense que je parle à beaucoup de jeunes, je vois par là, en tout cas c'est sûr. Je sais que l'attente des jeunes, parce que c'est des discussions qu'on a aussi avec France Télévisions, donc voilà, et donc ça donne envie à France Télévisions ou à d'autres diffuseurs de monter le niveau. Et puis Netflix ou Amazon ou Disney se mettent aussi à produire chez nous des choses qui avec des budgets plus importants et qui nous permettent, en mettant un peu plus aussi le prix sur le scénario ou aussi sur les concepts qui sont proposés en termes de thèmes, de sujets, qui sont différents des séries policières et des choses comme ça. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui tire les choses vers le haut, à mon avis. Ça amène une saine concurrence entre les différents diffuseurs, et les gens ont envie d'essayer d'améliorer la qualité. Ça, c'est quelque chose auquel on assiste. Et à l'époque où toi, tu faisais David Nolan et tu faisais des propositions visuelles comme ça fortes, c'était sacrément un sacré pari à l'époque. À l'heure actuelle, maintenant, on en voit beaucoup des programmes qui essayent des choses différentes, quoi, voilà. Mais justement, Xavier, toi, tu as beaucoup d'expérience avec les plateformes digitales. Germinal a été diffusé sur Salto, qui est né de l'alliance de France Télé, TF1 et M6. Et Scam, donc la série qui t'a lancé, a été un peu à l'origine de la création de Slash TV et de sa chaîne YouTube. Comment le fait de devoir fabriquer des images pour des écrans d'ordinateur, mais aussi des portables et des tablettes, influe sur ta démarche de travail ? Ça c'est intéressant, c'est vrai, c'est des discussions, c'est des discussions qu'on se pose en amont, en préparation, et après au tournage, parfois, quand on n'arrive pas à lire une émotion, on se dit peut-être que là, il faudrait qu'on se rapproche un peu, parce que dis donc ça, sur les téléphones, ça va pas être bien lisible. Bon, malgré tout, on ne fabrique pas pour les téléphones, on ne pense pas téléphone. C'est-à-dire, on va, dans notre manière de cadrer, dans notre manière de découper, etc., se couvrir quand même pour que tout soit, pour pouvoir se rassurer au montage si on constate qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais moi, ce que je note surtout, c'est oui, ok, on pense un peu à la taille de l'image en diffusion, mais surtout, il y a une augmentation de la qualité des écrans, que ce soit les iPhones, que ce soit les iPads, que ce soit les ordinateurs maintenant, les dalles, etc. Il y a un tel travail qui est fait qu'on peut se permettre de travailler à des niveaux de noir beaucoup plus bas. On peut se permettre de travailler des nuances de couleurs qui avant étaient peut-être moins visibles aussi. Et c'est vrai que alors, comment on fait concrètement? Par contre, on regarde, c'est-à-dire que moi, je sais qu'en salle d'étalonnage, donc qui est la phase finale de retouche colorimétrique et de contraste sur les images, on regarde sur un écran assez grand, qui sera l'écran, on va dire, moyen de diffusion pour la télé ou pour un ordinateur, et puis on fait des exports pour les formats iPad et pour les iPhones, ou d'autres téléphones qui sont là, qu'on a à dispo, et on regarde. Alors ça, c'est nous qui le faisons, le diffuseur ne nous le demande pas forcément, mais on le fait comme ça, et on regarde, on se dit « Ah ok, là les niveaux de noir sont bons, ah bah non, là va pas trop loin ». Donc c'est vrai que c'est pas la même chose de fabriquer une image avec un peu sombre, avec une brillance pour une salle de cinéma comme ça, où tout le monde est plongé dans la pénombre,
et donc la perception de la brillance, bon, bah, on va réussir à la percevoir puisque l'œil est habitué à la pénombre depuis longtemps, ou faire cette même image pour un écran qui est diffusé dans un environnement où il y a d'autres sources lumineuses qui peuvent venir polluer, et donc votre pupille va se fermer et être moins sensible à la brillance qui sera sur votre écran de télévision. Donc on est un petit peu obligé de penser la pénombre. Je dirais, voilà, ça c'est un endroit, la pénombre, les contrastes, etc. C'est un endroit où il faut faire un peu attention. Et voilà, après, je sais que sur Germinal, on a fait un étalonnage sur un écran très brillant de télévision. Et puis on s'est projeté, donc on avait des trucs dans les mines, un peu sombres, on avait des brillances comme ça. Et quand on l'a projeté au cinéma, on s'est rendu compte que en fait, l'écran de télé, c'était un peu l'inverse de ce que je viens de dire, c'est que l'écran restituait très bien la brillance, mais en projection en salle, la brillance était un peu noyée, elle était un peu grise, tellement l'écran était grand, parce que nous, on l'avait réglé pour un petit écran. Donc ces différences de perception, c'est vrai qu'il faut y penser, mais c'est un travail assez empirique. Parce qu'il n'y a pas de livre qui donne ça, il n'y a pas de gens qui vous expliquent ça, et vous êtes un peu obligé d'expérimenter et de penser à tout le monde. Mais moi, ce que je constate, c'est que, contrairement à ce que nous disaient, ou à ce que nous disent, peuvent dire les diffuseurs, en fait, la qualité des écrans et des displays pour tout le monde s'améliore. Donc, et de la même manière, la qualité des flux de stream s'améliore. Hein. Si vous regardez sur Apple TV, la qualité du stream, c'est incroyable par rapport à d'autres plateformes. Donc voilà, tout ça va vers le haut et ça permet d'amener toutes les finesses et les subtilités d'étalonnage, de couleurs, de contraste, de pénombre, voilà. Oui, il y a aussi la grande sensibilité maintenant des caméras qui nous a vachement aidé à maintenant aller dans des images beaucoup plus contrastées et plus de recherche grâce à ça, quoi. Ouais, c'est sûr que les caméras de ces dernières années, il y a des technologies qui sont arrivées. Depuis 2018, notamment, il y a un truc qui s'appelle le Dual ISO qu'on peut avoir sur les caméras, avec 2 sensibilités natives. Et ça, il y a une des 2 sensibilités qui est extrêmement sensible et qui permet de travailler dans les ombres avec très peu de lumière, d'expérimenter des choses, tout en ayant quand même un signal qui s'affiche correctement. Et ça, c'est vrai que c'est des terrains d'expérimentation. Et là encore, ce sont les mêmes caméras pour la télévision que pour le cinéma. Hein, c'est des univers qui se retrouvent techniquement vraiment beaucoup, quoi. Comme nous tous, j'imagine que vous avez aussi été des spectateurs de séries à un moment ou à un autre du confinement. Comment cette situation a influencé les habitudes et les attentes du public, selon vous, la situation du confinement ? Alors moi, je suis pas un expert, mais par contre, par rapport à la tendance et à la demande de travail, ça a augmenté considérablement la demande de séries télé et la quantité de production en cours est considérable et n'a jamais été aussi grande ces derniers mois que sur les 10 années d'avant. C'est considérable, les demandes de toutes les plateformes, parce que déjà pendant les confinements, ils ont épuisé leur stock, et puis après, les gens ont aussi pris des habitudes de consommation sur les plateformes, et du coup, on a énormément de demandes et de production en cours. Ouais, tout à fait, on le sent bien que vraiment l'activité est là, est super présente, et comme tu dis, c'est les plateformes qui sont arrivées, parce que c'est vrai qu'au départ, il y avait principalement Netflix, et puis d'un coup, il y en a 3, 4, 5 autres qui ont déboulé, et du coup, elles ont besoin de contenu, elles ont besoin de séries forcément, donc du coup, c'est vrai que l'activité s'est amplifiée au niveau de la série, et tant mieux. Tant mieux. Ça laisse le temps d'écrire les scénarios quand même, tout ça. Sans scénario, c'est compliqué. Là, on peut parler un peu de vos goûts aussi de spectateurs de séries. Je vois que tu portes un t-shirt de Peaky Blinders, José. C'est une série dont l'image t'inspire particulièrement ? Oui, parce que il y a un travail magnifique au niveau des matières. Enfin, je vais reprendre l'importance du choix des décors ou du travail avec le chef déco et l'accessoiriste aussi. Je pense que Marion et Xavier ne me contrediront pas là-dessus. Et donc dans la justesse des teintes, enfin des rapports de contraste, les directions de lumière. Ça va très loin. Enfin, mais je pense que tout le monde peut le faire aussi, ça. Hein, c'est pas particulier à Peaky Blinders. Là, j'attends avec impatience la nouvelle saison, qu'a fait un directeur photo français d'ailleurs, Mathieu Plainfossé.
Et voilà. Qui a été ton élève, tu disais tout à l'heure. Et je l'ai eu comme une petite intervention dans une école privée. Et j'ai vu arriver ce garçon, je me suis dit, bon. Il faut qu'il soit... Bon. Et puis, lors d'un déménagement, j'ai retrouvé comme Mathias Boucard, que j'avais eu comme élève aussi, qui est un ami et dont j'apprécie, dont je suis très fier du monsieur et de son travail. Et Mathieu, et comme Mathias, je leur ai envoyé des notes, enfin des exercices. Et ils se sont dit, ça c'est un peu collector. Et Mathieu, je lui ai dit, tu te rends compte le parcours, enfin en 20 ans, step by step, mais ils ont bien grandi et je suis heureux de ce qu'ils sont devenus en tant qu'hommes et professionnels et dans la qualité de leur travail. Comme ce loulou. J'aime beaucoup le travail. Je connais un tout petit peu moins ton travail, excuse-moi Marion, mais il en faut des comme lui. Il en faut plus. Voilà. Pas de pression. Non, pas du tout. Mais Peaky Blinders, une petite référence, tu t'as demandé des références ou on parlait de The Wire, oui. Où j'ai refait avec madame, on s'est refait les 5 saisons, peut-être pendant le confinement d'ailleurs. Comme nous tous. Où là, c'est une des plus belles références. Après, il y en a plein d'autres. La mémoire me fait défaut. Tu parlais il y a des House of experts Cards, tout à l'heure. quand même. Pardon ? Comme référence. House of Cards. Cards. Oui, on met un visage dans le noir avec un fond fort derrière et ça gêne personne d'avoir du dialogue pendant 3 minutes. J'adore. Personne, on a le droit de le faire en France aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Mindhunter aussi, j'aime beaucoup la justesse du choix des teintes et des décors, des brillances, du travail photographique aussi. Il y en a plein d'autres. Oui, il y a plein de références. Ouais, moi j'ai bien aimé American Gods sur Amazon, Ouais. on en parlait. J'aime beaucoup la proposition et visuelle et de Tu fond, peux raconter enfin. l'intrigue de cette série parce qu'elle est très L'intrigue, intéressante. c'est les dieux historiques de la fondation des États-Unis, donc les dieux issus de la culture asiatique, africaine, les dieux un peu qui sont fondateurs des communautés de l'Amérique qui se réveillent et se disputent, s'interrogent et commencent à combattre les nouveaux dieux que sont les médias et la télé et l'internet et tout ça. Et c'est une allégorie effectivement, mais visuellement c'est très fort et j'avais bien aimé. J'aime bien globalement, il y a des propositions assez intéressantes sur Amazon en termes de parti pris visuel. On parlait de Hunters. J'aime bien aussi sur Apple TV, il y a The Servant que j'aime beaucoup, où je trouve que visuellement, là, ils ont fait des choses qui sont très fortes et ils profitent de la très bonne qualité de stream pour travailler dans les basses lumières. J'aime bien aussi The Mosquito Coast qui était sur Apple TV que je trouvais pas mal en proposition aussi ces derniers temps. Après sur Netflix, j'ai vu, on parlait de Viking Valhalla là, qui était bien. Il y a plein de choses. Je sais pas, vous nous direz, vous, c'est quoi vos séries en ce moment ? Mais oui, c'est ça. Marion ? Ouais, mais moi, qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, j'ai parlé de House of Cards parce que c'est quand même, j'ai l'impression, une référence par rapport à la manière de travailler la lumière, l'image, le cadre, surtout le cadre, les mouvements magnifiques. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait True Detective aussi. Magnifique. Saison 1, ouais, magnifique. Moi, j'aimais beaucoup. J'ai pas regardé la dernière saison là, mais j'ai vu qu'il y avait la dernière saison qui était sortie de Ozark, que je trouve vraiment magnifique, à la fois sur les plans, la lumière, la mise en scène, le jeu des comédiens, l'ambiance, le casting, enfin tout y est. Ils vont loin et, comme expliquait José, ils font des choses osées. Ouais, prends ton micro. Oui, ce mot proposition est important. Il y a des vraies propositions de fait et ça c'est très important. Et nous on se doit de les partager, ou de lancer ces propositions. Ça fait partie de notre travail. Ça me paraît tout à fait normal. Il y a une série israélienne aussi magnifique, mais je me souviens pas. Le comédien est extraordinaire. Ça va peut-être me revenir. Et ça va me revenir. Okay. Non, mais il y a plein de séries magnifiques. Il y en a tellement.
Après, dans le mode de production peut-être américain, il y a de jolies choses, mais aussi beaucoup de déchets. C'est qu'ils produisent beaucoup, quoi. Mais il y a des belles propositions sur certaines séries. Xavier, tu voulais dire quelque chose ? Non. Non, moi je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que j'ai l'impression que là on parle de séries qui nous plaisent et qui nous touchent, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, c'est que sur certains épisodes, je pense, de ces séries, on se rapproche du long métrage. En tous les cas, je pense que c'est cette sensation-là que d'un coup, on est vraiment dans un niveau, on a l'impression de voir un film, et en plus, il dure 10 heures. Donc, ça c'est assez intéressant, ce côté épisodique, parce que d'ailleurs, alors je reviens sur Germinal, mais Germinal a été écrit comme ça, c'est-à-dire que ça a été écrit feuilletonnant à l'époque. D'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs de la fin du 19e qui écrivent comme ça. Ça paraît dans les journaux toutes les semaines, ou je sais pas, tous les mois. Et puis après, c'est rassemblé et ça crée l'œuvre. D'ailleurs, quand on lit Germinal, du coup, c'est un peu indigeste par endroits, c'est redondant, et des répétitions, c'est un peu lié à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre fait 700 pages, ou 600 et quelques. Finalement, c'est entre guillemets plus intéressant d'essayer de l'adapter sous une série en 6 fois 1 heure que par exemple Berry qui, malgré tous les efforts, le film doit faire 2h30 et il a adapté 700 pages en 2h30, donc il est obligé de faire des coupes. Et donc on se rend compte qu'il y a pas mal d'œuvres comme ça qui étaient épisodiques et c'est super intéressant de pouvoir les raconter sous forme de série parce qu'on a des récits de 10 heures, quoi. Ça c'est très intéressant. C'est pas uniquement une histoire qu'on essaie de faire durer, en fait, c'est vraiment une histoire qui s'y prête. Donc, L'un des sujets qu'il faut évidemment aborder dans cette table ronde, c'est l'impact de la pandémie sur la création des séries télé. Et là, je m'adresse encore à toi, Xavier, parce que je sais que vous avez tourné Germinal dans ce contexte-là, précisément en hiver 2020-2021, je crois. Non, hiver 2000... on est quoi là ? On est en 2022. 2022. Hiver 2020, oui. Oui, le deuxième confinement. Parce que ça a déconfiné, on a fait la prépa. Oui, vas-y, pardon, je te laisse. Et donc, comment as-tu vécu cette expérience de tournage pour le moins particulière ? Disons, on découvrait un peu les process de travail sous Covid. On a déconfiné en avril-mai, donc on a repris la préparation vraiment dure à ce moment-là jusqu'en septembre-octobre. On avait tout un process, mais qui est devenu un process qui est celui de tous les tournages, avec un référent Covid, des tests réguliers sur la base du volontariat, une cantine plus ou moins séparée avec des cloisons quand on mange à la cantine. Enfin, non, d'ailleurs, sur Germinal, oui, si, je sais même plus, parce que on avait tous ces process qui étaient là. On avait aussi des figurants qui étaient testés et qui étaient toujours les mêmes, enfin qui se testaient, qui revenaient régulièrement pour éviter d'avoir une base de figurants qui partent dans la nature et d'autres figurants qui reviennent. Enfin bon, là c'était... Parce que faire Germinal en période de Covid, avec la figuration, les mineurs, c'est pas... Voilà. Mais on s'en est sorti. Et puis après, de toute façon, tous les tournages qui ont commencé dans cette période-là, je dirais de 2020, l'été 2020 jusqu'à maintenant, ils ont appris au fur et à mesure à travailler avec le Covid et tout, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. Et puis ça a reconfiné en plus, donc on a continué à tourner, on avait l'autorisation de continuer à tourner pendant. C'est effectivement tout cet hiver 2020 passé à Valenciennes. Vous avez tourné aussi pendant le confinement, Marion et José ? Oui, tout à fait. C'est juste pendant le premier confinement, tout s'est arrêté. Donc du coup, par exemple, je sais que pour les quotidiennes, elles ont diffusé les épisodes qu'elles avaient en stock, et puis jusqu'à épuisement du stock. Et puis après, on a pu reprendre les tournages à partir du mois de juin, il me semble. Et comme dit Xavier, on est arrivé à s'organiser pour pouvoir travailler. On a eu la chance, faut le dire, de pouvoir le faire, quoi, que notre activité ne soit pas gênée finalement et puisse se continuer. Dans l'ensemble, ça a plutôt marché.
Donc c'est quelque chose de positif. Comme on disait, après il y avait une forte demande de programmes. Donc du coup, tout le monde s'est organisé pour que ça marche, qu'on puisse tourner et qu'on puisse garder les distances, garder bien les masques sur le plateau. C'est pas toujours évident parce on peut s'essouffler. Il y a certains métiers qui sont un peu plus physiques. C'est pas notamment super. À la caméra. La caméra, quand on est cadreur, ou même si je pense électricien, machiniste, enfin tous les gens qui bougent et qui déplacent, garder le masque toute la journée, c'est pas facile. Garder les distances. On avait aussi eu toute une période de désinfection des camions où on mettait un produit spécial avec le camion fermé pour désinfecter le matériel qui partait de chez les loueurs, etc. Voilà, mais bon, comme plein d'autres métiers, on s'est organisé dans nos métiers pour que ça puisse fonctionner, quoi. José, tu as tourné aussi moi, dans cette période-là? Juste avant le confinement, j'étais en tournage au Cameroun, donc on est rentré au moment où il fallait. Et pour revoir le plan de travail, une série. Pour revoir le plan de travail, c'était une série, un polar assez compliqué à faire, une grosse série d'action. Et puis après, je me suis un petit peu au ralenti, fonctionné un petit peu au ralenti. Il y a eu un déménagement aussi. Et puis, j'ai pas eu de tournage. En fin de compte, j'ai pas d'expérience en plein confinement, sauf le fait de m'investir auprès de jeunes réalisatrices et réalisateurs pour faire du court-métrage. Donc voilà. Et puis voilà un petit peu l'actualité pendant le confinement, mais j'ai pas vécu un tournage peut-être comme l'a vécu, comme raconte Marion et Xavier. Et puis là, ça reprend, mais tant mieux, heureusement. Il est temps de sortir de... C'est un monde un peu compliqué en ce moment. Voilà, mais restons positifs. Oui, j'ai retrouvé le nom de la série, Fauda. D'accord. Magnifique. Enfin, moi, je suis assez fan, quoi. Justement, on parlait de la fascination qu'exercent sur nous tous les séries américaines, mais aussi britanniques. Est-ce que ça vous tente, vous, d'aller travailler soit aux États-Unis, soit en Angleterre? J'imagine que Xavier, après Germinal, tu as quand même commencé à recevoir pas mal de propositions. Oui, j'ai fait un festival qui s'appelle Camérimage où Germinal a été sélectionné. C'est le festival, c'est le plus grand festival de chefs opérateurs et il y avait une sélection série télé. J'étais dedans, donc j'ai rencontré des agents. J'ai changé d'agent d'ailleurs. J'ai un agent anglais, américain, et donc oui, peut-être qu'il y aura des choses. C'est vrai que ça donne envie. C'est vrai qu'il y a une économie d'échelle. Il y a en tout cas des outils et des budgets qui permettent de pousser encore plus les concepts, la création, les décors, les costumes, voilà, tout ça. Oui, ça serait super. Oui. Vous aussi? Oui, pas de problème pour voyager, prendre l'avion. J'adore ça. À partir du moment où un scénario, une envie de réalisateur, de producteur m'emmène où il veut. Il n'y a pas aucun souci. Il n'y a pas de frontières. Oui, je suis d'accord aussi. Je pense qu'il n'y a pas de frontières. Après, voilà, si les projets, on se réunit autour d'un projet, peu importe la destination et le pays, nous, on a des métiers où on apprend à s'adapter aussi. Donc, je pense que oui, pas de souci. Xavier, peut-être que tu peux parler un peu de ton passage au long métrage, parce que tu es en train de tourner en ce moment un long métrage. Comment tu puises dans ton expérience de série, justement, pour faire ce film? Oui, alors, il y a le facteur temps qui change énormément. On se met à avoir beaucoup plus de temps. D'ailleurs, les premiers jours, j'étais là un peu, on y va. Et puis après, je regardais la feuille de service. Ah oui, en fait, ça va aujourd'hui. En fait, ça va, on a un peu plus de temps que ce que je connais d'habitude. Bon, j'avais déjà fait des petits bouts de long métrage, mais là, c'est vrai que c'est le premier que je fais en entier. J'utilise tous les... Moi, j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de courts-métrages à un moment donné, qui étaient des courts-métrages de type cinéma. Et puis, j'ai un réalisateur qui est parti en série télé, donc j'ai réappris à travailler beaucoup plus vite. La série télé m'obligeait, si j'avais envie de produire quelque chose visuellement d'intéressant, il fallait changer un peu les outils, mutualiser certains outils ou certaines méthodologies dans la manière d'éclairer pour que ça rentre dans les journées sans exploser en heures supplémentaires et tout ça. Donc c'est vrai que la série télé, ça amène ça. Ça amène, moi je suis admiratif des minutages que vous faites toujours, parce que c'est votre quotidien, 13 minutes par jour. Donc bon, savoir éclairer et en travaillant vite, c'est vraiment une corde à son arc à avoir. Donc là, sur un long métrage, en fait, il y a des moments, je vais prendre le temps parce que je sais qu'on l'a. Et puis d'un seul coup, si on n'a plus le temps, ou s'il faut improviser quelque chose qui n'était pas prévu, là, je repasse en mode un peu guérilla dans les réflexes que j'ai de série où il faut aller un peu plus vite, utiliser les outils différemment, pousser la caméra différemment parce qu'on n'a plus de lumière en fin de journée. Je vais utiliser des techniques un peu, voilà, c'est plus lié au temps, finalement.
Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure, dans les cadrages, on va avoir tendance à cadrer un peu plus large et pas resserrer tout le temps pour aller chercher une émotion. Et ça, c'est quelque chose, la réalisatrice me dit parfois, élargis un peu, quand je suis à l'épaule, j'ai élargi. Finalement, c'est vrai que sur un écran comme ça, l'émotion reste lisible, donc il y a ce rapport un peu au cadrage qui va changer. Mais en tout cas, voilà, ce truc de temps, l'élément temps, c'est tellement omniprésent que je me sers des outils. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'il est important d'avoir déclivé à un moment donné, je ne sais pas si c'est le mot juste, et d'avoir installé une passerelle entre le cinéma et les séries télé. Parce qu'à un moment donné, c'était un petit peu... C'était voilà. chacun, ouais. Un petit peu, oui, voilà. Et parce que moi, je suis très fier d'avoir démarré par de la série. C'est très formateur. Ouais. Et je rejoins Xavier quand il dit qu'à un moment donné, quand on doit faire entre 3 et 7 minutes ou même plus, l'expérience que l'on a d'une série télé ou de certaines séries télé, moi, le long métrage que j'ai fait, La Chance de ma vie avec Nicolas Cuche, c'est une petite anecdote, pour rejoindre aussi ce que tu viens de dire, entre autres, c'est que j'allais voir la première assistant. Et je disais, mais elle me disait, je disais, je suis prêt. Elle me disait, mais non, José, t'as du temps. Je dis, non, moi là, ça va, je vais pas, c'est bon, on peut y aller. Non, José, t'as du temps. Bon, d'accord. Bon, est-ce que je prends ce temps-là ou je ne sais pas ce qu'on attend, mais en cela, moi, je suis très fier d'avoir un parcours lié à la série et parce qu'une fois de plus, on apprend, on est très on peut garder cette exigence et c'est ultra formateur, quoi. Donc, quand on arrive en long métrage, c'est je ne dis pas que c'est des vacances, hein. Il y a un budget. Non, c'est pas des vacances. Il y a des comédiens, non, c'est pas des vacances. Mais c'est de nous laisser le temps de rajouter un projecteur là, ou de peaufiner un cadre, ou autre, ou de repeindre un mur. Enfin, je sais pas, je dis des exemples comme ça. Mais même au niveau du jeu, hein, même simplement pour les réalisateurs, ils ont juste du temps pour travailler les finesses, quoi. Hein, c'est tout. Hein. Et on en parlait. C'est vrai que en France, il y avait cette séparation très forte entre série et long métrage. Et là, on le dit, la perméabilité n'était pas si grande que maintenant, la porosité entre les deux mondes n'était pas aussi grande que maintenant. Il y a un truc aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est que les anglo-saxons, ils avaient plus cette culture de on met les jeunes dans les séries, on parlait de Michael Mann par exemple, où il y a plein de réalisateurs comme ça qui ont fait leurs armes en télévision et bim, à un moment donné, ils sont passés au long métrage. Et ça, c'était tout à fait organique. Ouais, en fait, ouais, c'était simple, ça se passait comme ça. Et on savait que la télé était un espèce de terrain de jeu, d'entraînement pour des réalisateurs pour en passer à... Alors que nous, on a eu une tendance à certains moments à faire un peu l'inverse. Hein. C'est les gens qui ne marchaient pas au cinéma, ils repassaient à la télévision. Ou alors c'était deux mondes qui s'ignoraient un petit peu. Et maintenant c'est beaucoup plus flou, la frontière. Il est temps. Ouais, c'est bien, mais c'est marrant parce que ça attire les choses vers le haut. Encore une fois, c'est les outils qui deviennent les mêmes, c'est les technologies d'affichage qui permettent d'afficher les choses qui se ressemblent quand même. Alors évidemment, il y a des nuances. Hein. Si je parlais à des puristes de technique, ils ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais pour le grand public, je pense qu'on peut dire qu'on s'approche de quelque chose qui est assez semblable dans la perception. Et puis c'est les plateformes, la manière de consommer, tout évolue et c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Marion, tu as quelque chose à ajouter ? Oui, non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'au contraire, ça amène beaucoup d'évolution et d'upgrade et que c'est vrai qu'avant, c'était très cloisonné. Comme on l'a dit, nous, on a connu ça. Ceux qui faisaient de la série, on était un peu... on ne faisait pas partie du monde de la fiction. Maintenant, voilà, de toute façon, tout le monde peut tout faire. Enfin, tout le monde. J'exagère quand je dis ça, mais quand même, c'est pas loin. Et puis, on peut passer d'un support à un autre, et c'est ça qui est intéressant. Et puis, aujourd'hui, on a tellement d'outils, de possibilités. Alors, et encore plus aujourd'hui, avec l'arrivée là, des plateaux virtuels... qui sont en train de nous donner encore une corde supplémentaire à notre arc pour faire plein de choses super intéressantes et dans d'autres conditions de tournage. Oui, il n'y a plus qu'à, comme a dit José, avoir des bons scénarios et puis... Ouais. Nous inspirer. Du coup, je pense qu'on va finir sur ça et donner la parole aux spectateurs. Merci beaucoup à vous trois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, je vois des... Bonjour. Du coup, je voulais vous poser une question. Déjà, merci pour
ces précieux conseils. José, vous avez parlé par exemple d'une série que je regardais, Mindhunter, et je voulais vous poser la question, comment vous jugeriez l'apport de l'étalonnage dans votre métier en général? C'est-à-dire, est-ce que parfois, lorsque vous éclairez une scène, vous vous dites, ça, par exemple, si je veux ajouter une certaine teinte dans les ombres ou autre, vous vous dites, là, ça, je peux me permettre de le travailler à l'étalonnage, ou alors vous essayez de déjà retransmettre ça sur le plateau? Merci pour la question. L'étalonnage, le travail avec le coloriste, c'est une continuité de notre travail. Ça, moi, si possible, on fait tout pour être à l'étalonnage, mais s'il y a des problèmes de santé ou des indispos. Mais alors peut-être que Xavier répondra différemment. Moi, je pense avant tout lumière, et que ça serve aussi la narration évidemment et le propos. Quand sur une séquence à tourner, j'essaie de me projeter un petit peu en me disant que l'étalonnage va arriver un jour, donc on est obligé forcément de donner des intentions. Mais je ne me repose pas sur l'étalonnage. Est-ce que je réponds correctement à votre question? En partie, oui. Mais c'est parce que j'ai l'impression, maintenant, surtout avec les films sur les différentes plateformes, que la part de l'étalonnage devient encore plus importante. J'ai l'impression que la direction de lumière, j'ai l'impression qu'il y a des directions de couleurs qui deviennent de plus en plus importantes et qui, après c'est parce que je n'ai pas votre expérience, mais j'ai l'impression qu'elle se travaille encore plus à l'étalonnage. Alors si, moi, enfin, Non, je t'en prie. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord avec José. C'est-à-dire que, ouais, c'est ça, hein, c'est entre le réalisateur et le producteur, il y a l'opérateur, donc il faut un peu savoir être d'accord avec tout le monde. Non, je suis d'accord avec José et je suis d'accord avec vous parce que, voilà, nous, notre métier, c'est diriger photographiquement le film ou la série qu'on fabrique, ou le clip ou la publicité. C'est diriger photographiquement. Tous les outils qui sont disponibles sont utilisables. Donc, effectivement, on est sur le plateau, on va créer quelque chose avec la lumière, on va pousser au maximum ce qu'on peut faire dans le temps imparti, on va donner des directions. Il y a des opérateurs qui choisissent de donner très peu de directions à la prise de vue et de faire tout à l'étalonnage. C'est un peu risqué à mon avis. Et aussi, il y a un facteur temps et argent du coup en post-production qui fait que c'est compliqué quand même d'avoir tout le temps qu'on veut en étalonnage. Hein. L'étalonnage pour tout le monde, hein, c'est le Photoshop. Hein, le Photoshop, on va dire, à 24 images par seconde. Hein. Ça permet de retoucher un peu tout ce que vous voulez. Donc la réalité, c'est que ce soit en série télé ou en long métrage, quand on est sur le plateau, on peut se dire « Ah, ok, j'éclaire le visage bien, je vais faire le mur. Ah, j'ai pas le temps, le mur de l'assombrir, de mettre un drapeau. Bon, bah ça, je pourrais le faire en post-production. » Ou alors, il y a une couleur qui me plaît pas trop, ou il y a un truc un peu chaud derrière. Bon, bah je le refroidirai en post-production parce que je sais comment le faire, mais je connais aussi le facteur temps. Et si je veux finir ma journée, je suis obligé, voilà. Donc ça, je suis obligé de faire un étalonnage. Ça, c'est la partie étalonnage, on va dire, standard, de sauvetage, de finition. Mais par contre, ce dont vous parlez, vous, et qui est vrai, c'est que maintenant, l'outil numérique, la caméra numérique, avec son signal extrêmement riche, permet de créer le négatif, la pellicule négative que vous voulez. C'est-à-dire que, finalement, la caméra, elle enregistre d'une certaine manière un peu plate, on va dire, et avant, quand on utilisait une pellicule, elle avait une certaine caractéristique de contraste et de couleur. Et puis, un opérateur disait, moi, je vais utiliser plutôt telle pellicule parce que je préfère le rendu sur les peaux. Et puis un autre disait, moi, je vais préférer celle-là pour le contraste général. Et puis, on faisait peut-être un traitement spécial en laboratoire. Hein, on poussait, on tirait, on faisait des traitements un peu spéciaux et ça appliquait quelque chose en termes de rendu. Bon. Maintenant, les outils numériques permettent de mélanger les caractéristiques. On peut prendre le haut du signal d'une courbe d'une pellicule négative et le bas d'une autre négative et le rendu de peau d'encore une autre négative. Si je parle que de pellicule négative, mais en réalité, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'on peut créer un look en amont avec des essais filmés. Et c'est pour ça que José dit, Xavier ne serait peut-être pas d'accord parce qu'il sait que je fais des choses comme ça. Donc on peut créer un look en amont qui n'est pas destructif. C'est-à-dire que la caméra continue d'enregistrer flat, tout le signal, mais par contre, elle affiche un look qui est un pré-look, qui a des directions visuelles déjà, et c'est en ça que je dis diriger la photographie, c'est pas uniquement diriger, enfin en tout cas, c'est diriger toutes les étapes. Donc, si cet outil est disponible, libre à l'opérateur de l'utiliser,
Et ce qui se passe souvent, c'est que donc on va créer un look, on pourrait dire on va créer un filtre Instagram. Alors là, il y a tous les étalonneurs qui sursautent, mais si je dois vulgariser, on va créer ça, mais ce n'est pas destructeur. C'est-à-dire que la caméra continue d'enregistrer flat. Ce fichier qui est le look, eh ben, on le met sur les images au montage. Le montage se fait avec, voilà. Et quand on arrive à l'étalonnage, on peut le décocher et l'image revient flat. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça sert de base à l'étalonnage. Et donc, dans cette idée-là, effectivement, si on se rend compte que l'étalonnage a pris une place considérable, c'est-à-dire qu'il y a eu une création de look en amont, avec l'étalonneur et parfois même une color scientist ou un color scientist qui va venir travailler la couleur. Et puis, on utilisera cette image de look sur le plateau, sur les moniteurs, donc les costumes, le chef costumier, la chef maquilleuse, tout le monde va pouvoir se rendre compte du rendu de ce look qui a été créé en amont et qui sera en plus peaufiné en aval à travers l'étalonnage. Donc, et tout ça, moi je construis ma lumière en réaction à ce look qui est créé. D'accord ? Donc ça veut dire que je continue d'éclairer, comme dit José, et c'est pour ça que je retrouve José en disant non, on éclaire, on continue de donner les directions et tout ça, mais les outils numériques permettent de créer, si vous voulez, votre propre émulsion, votre propre film négatif avec ses propres caractéristiques. Et quand on voit comment travaille Netflix, voilà, les conseils de workflow, ils vont donner des conseils sur le workflow numérique, sur la manière de gérer les fichiers et comment optimiser tout ça. Et oui, effectivement, les gens qui s'occupent de la couleur, à l'heure actuelle, les coloristes, les étalonneurs, peuvent potentiellement prendre une grande place, c'est vrai. Mais si on suit bien ce que j'ai dit, je dirige photographiquement le projet. Voilà, et ça c'est très important. C'est des concepts qui évoluent avec la technologie. Hein. Enfin, le concept est le même, mais les outils évoluent avec les technologies, quoi. C'est-à-dire que la manière de le réaliser évolue. Après, pour prolonger un petit peu ce que tu es en train de dire, si on est sur un travail photographique en basse lumière ou sur des forts contrastes, l'étalonnage ne remplacera pas le fait que vous n'ayez pas eu le temps ou oublié de mettre un projecteur. Si la matière n'est pas là, elle n'est pas là. C'est pas l'étalonnage. Donc moi, je pars du principe d'essayer de tourner, enfin de donner la matière, enfin, c'est le bon mot, ça ? Oui. Ouais, je pense. Ouais. Hein, de remplir le négatif, on pourrait dire on remplit numérique. le négatif numérique et on donne les directions. Voilà, pour que l'étalonnage, et qu'on se dise pas, on va rattraper à l'étalonnage. Mais parfois, oui, fin de journée, là, on peut retourner le plan. Ben non, tu arrives à l'étalonnage et le coloriste te dit, tu étais là ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé j'ai rien. Enfin, heureusement, ça nous arrive pas. Ça se fait sur des nuances, on est d'accord, c'est ce qu'est en train de dire Xavier. Oui, parce qu'après, j'ai précisé en basse lumière ou sur des forts contrastes. Une scène qui est éclairée à la bougie ou au briquet, l'étalonnage, on va pouvoir arrondir, mais on ne changera pas ce qui est raconté aussi. La nature de ce qui a été filmé, donc c'est ça qui est important aussi. Oui. Et c'était intéressant d'ailleurs ton analogie finalement avec les filtres et Instagram. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais mais il y a un peu de ça. Vous vous rendez compte, quand vous faites une photo, votre photo, vous avez beau passer tous les filtres, si elle est pas belle au départ, ça va pas arranger. Voilà. Par contre, si elle est belle, pour plein de filtres, elle va être intéressante aussi. Donc voilà. Donc ça reste quand même, la prise de vue reste quand même essentielle dans le travail de la lumière et dans le choix des directions, du contraste, des peaux, et puis aussi par rapport à ce que ça raconte. C'est surtout ça. On raconte avant tout des histoires avec la lumière. Avant tout, bien sûr. Ouais. Et puis là, aussi une petite... qu'est-ce que je voulais dire ? Une journée d'étalonnage coûte relativement cher. En général, il y a 2 jours et demi à 3 jours. Ça, c'est à nous de défendre un petit peu ça aussi. Par épisode de 52 minutes. Par épisode. Et suivant le découpage du réalisateur, vous pouvez aller de 300 à... Moi, je suis allé jusqu'à 600 ou 700 moi, plans. 900, j'ai eu des 900 plans 800 sur 52 plans, minutes. Et là, le coloriste te dit, mais José, parce que toi, tu lui dis, non, mais on revient là-dessus. Oui, mais non, le directeur de post-prod va me tomber dessus et tout. C'est... Oui, les temps de post-production restent quand même assez réduits. On doit prendre ça en compte donc, aussi. Les retouches se font, c'est 2 jours et demi sans les effets spéciaux, enfin sans la réintégration des effets. On va dire la couleur pure, c'est 2 jours et demi. Donc pour un épisode de 52, il faut quand même aller vite. Hein. C'est des journées qui restent des journées de 8 heures. S'il y a beaucoup de plans, c'est pour répondre à votre question. En fait, tout ne se fait pas normalement, tout ne se fait pas en post-production. Et justement, dans l'idée de diriger la photographie, c'est qu'en amont, ce sont des discussions et des moodboards et des planches de référence, d'images, de comment on va diriger le film,
Je dis film parce que finalement, que ce soit une série, un clip, une pub, c'est pareil, c'est le projet film, comment est-ce qu'on va le diriger, créer un look, ou en tout cas être d'accord avec le réalisateur et tous les autres départements artistiques pour que tout ce qui se passe sur le tournage soit le plus définitif possible. Ce qui n'empêche pas d'utiliser les outils numériques pour peaufiner, pour améliorer, pousser les looks, etc. Et malheureusement, les outils numériques permettent aussi d'aller complètement à l'inverse de ce qui a été établi, ou en tout cas de déconstruire, même si, comme on dit, on a donné des intentions qui sont assez fortes et tout, on peut quand même maintenant de plus en plus tirer à l'inverse et donc défaire ce qui a été fait. Alors ça peut arriver, hein, des conflits entre réalisateurs-producteurs, réalisateurs-opérateurs, producteurs-opérateurs sur les finitions, ça arrive, et c'est pour ça qu'il vaut mieux, il vaut mieux que tout le monde s'habitue le plus possible à l'image définitive avant d'arriver à l'étalonnage. Moi, c'est ce que j'ai constaté. C'est qu'en habituant, en créant un look en amont, les monteurs montent avec, les producteurs regardent les images pas encore étalonnées, mais qui ont déjà des intentions, et quand on arrive à l'étalonnage, il y a beaucoup moins de discussions. Voilà, on affine simplement, quoi. Un réalisateur peut aussi dire, mais j'ai vu une image sur le plateau et là on arrive au montage ou à l'étalonnage, j'ai plus la même image. Oui. Ça, faut être vigilant par rapport à ça aussi. Faut qu'on se protège un petit peu, mais je sais pas si on a utilisé le mot préparation, pas assez souvent. On a parlé un peu. L'importance de la préparation, ouais. Là je te rejoins aussi ouais. sur. On doit être. Faut une exigence aussi sur la prépa. Ça peut être un combat de tous les jours, mais. On ne va pas se mettre en danger, mais il faut se protéger un petit peu quand même. Donc la préparation est essentielle dans plein de domaines, quoi, sur la préparation d'un film. Ouais, se préparer, du coup ça permet d'avoir par exemple des moniteurs bien calibrés, un look bien préparé, on teste toute la chaîne, on regarde que les rushs reçoivent bien le look, que tout le monde voit bien la même image partout, du plateau à la post-production, en passant par les monteurs, et on s'assure qu'on a tous bien les mêmes intentions, pour qu'il y ait le moins de discussions possible. Enfin, il peut y avoir de la discussion, mais le moins de quiproquos possible. Je sous-entendais pas l'utilisation du mot rattrapage. C'est pas ça que j'entendais. Du coup, Xavier a mieux répondu à la question. Mais du coup, j'ai eu ma réponse. C'était plus dans la question dans le sens les choses que vous ne pourriez pas toucher sur le plateau au tournage, les choses où vous ne pourriez pas, entre guillemets, donner la direction. Oui. Comment la part de l'étalonnage intervient. Oui, il y a des choses pour teinter les ombres. C'est clair qu'il y a des choses où on peut le faire avec de la lumière, mais ça peut être long et ça marche pas tout le temps. Il y a des choses sur les peaux aussi, parfois l'harmonisation des peaux, ou alors des directions sur les teintes de chair qui sont... voilà, il y a des choses qui peuvent être faites que avec les outils numériques. Voilà, oui, il y a des choses, effectivement, l'apport des outils numériques est indéniable. Ça dépend aussi de la machine, du talent, de la dextérité, de la sensibilité du coloriste. Ça, c'est pas qu'un exécutant. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, nous-mêmes opérateurs, le coloriste, c'est vraiment un partenaire. Totalement. Et quand on ne l'a pas, quand il n'est pas disponible, on se dit, oh là 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 là. Voilà, c'est vraiment un binôme aussi important. Oui. D'autres questions ? Merci à tous les quatre d'être là, merci à ceux qui organisent le festival. Alors, j'avais envie que vous nous partagiez un peu vos expériences sur la continuité esthétique sur les séries, parce qu'il y a certains programmes de séries où les chefs opérateurs demeurent alors que les réals changent selon les épisodes, et aussi parfois des nouvelles saisons qui se créent après une première saison qui a été faite, où là, les réals et les chefs-op peuvent changer. Comment est-ce que vous travaillez avec les diffuseurs et ceux qui financent les programmes pour assurer ou non justement cette continuité? Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, dans les programmes que vous avez faits? Est-ce que vous êtes déjà arrivé sur des séries qui avaient déjà été faites avant, où il y avait des précédentes saisons, et qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire, ou quelle liberté vous a-t-on laissé? Voilà, ça c'était un peu le premier champ de questions, ou partage de connaissances que j'aurais aimé que vous nous fassiez. Et le deuxième, c'était aussi le travail conjoint avec les showrunners en tant que chef opérateur, parce que c'est un poste qui n'existe pas en fiction cinéma. Et je voulais voir avec vous un peu si vous aviez des choses à nous partager. Voilà, merci. C'est une bonne question, ça. J'ai fait une série, enfin 3 saisons d'une série dont la création, la première saison de Shérif tournée à Lyon pour France 2. Et on a mis en place donc l'artistique et l'esthétique avec le réalisateur Vincent Giovanni, et en accord donc avec la production et la chaîne. Et donc on est censé, comme on met les choses en place artistiquement, on est censé avoir une continuité sur la 2e saison, puisqu'il y a une 2e, une 3e, c'est allé jusqu'à la 7e saison. Et, sauf qu'après, on part les uns et les autres faire autre chose, et qu'arrive, comme vous l'avez dit, un
un nouveau réalisateur, un nouveau chef-op. Et là, vous voyez la 4e saison, par exemple, ou la 5e, vous vous dites, mais vous avez envie de passer un petit coup de fil au producteur, même si la série ne nous appartient plus, on est parti. Mais là, on se dit, mais le travail qui a été mis en place dès la première saison, ou dans la continuité ou pas, ce travail, il est passé où ? Ça peut être une petite frustration, mais il faut évacuer ça et relativiser très vite. Parce qu'une fois de plus, on est parti, mais on peut passer. Enfin, parfois c'est assez étonnant, quoi. Mais ça, on n'a pas la maîtrise de ça. Même si on est sensible et si on peut passer un petit coup de fil au producteur. Ça répond à une partie de votre question, ça ? Ça passe par la communication et on voudrait. On voudrait que, par exemple, le chef-op nous appelle, celui qui prend le relais ou le réalisateur. Ça, c'est rarement fait. Moi, de faire la démarche, ça ne me pose pas de problème. Oui, alors je pense aussi qu'il y a différentes choses. Enfin, il y a deux choses différentes. C'est que soit il va y avoir une envie aussi de changer pour changer l'image, le look de la série. Donc on change l'équipe. Ça, c'est des cas fréquents qui arrivent, et c'est logique aussi de renouveler, de redonner aussi un peu de peps aussi, parce qu'après on peut rentrer un peu dans une espèce de routine. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est sinon comme tu dis, sur une série qui se veut avec une continuité artistique, esthétique, etc. Et puis, par rapport à la longueur de la durée du tournage et parce que les techniciens ou réalisateurs partent sur d'autres projets, à ce moment-là, il peut y avoir une charte image qui est mise en place pour faire en sorte que il y ait la continuité artistique. Et du coup, vous parliez aussi du travail du showrunner, et c'est ça aussi qui rentre en jeu, qui doit à ce moment-là. Et il y a un petit peu, on en a parlé en France, un petit manque à ce niveau-là. Oui, c'est pas la culture. On n'a pas la culture du. Je sais que Netflix est en train un petit peu de se réorganiser là-dessus pour avoir une culture du showrunner, pour même former des showrunners un peu plus précisément. Alors moi, je dois dire, j'ai jamais travaillé avec un showrunner dans les projets que j'ai faits. J'ai intégralement fait toutes les saisons, même plusieurs saisons. Donc je suis pas la meilleure personne pour répondre. Ce que je sais de mes collègues, en tout cas, c'est que quand il y en a un qui commence, qui fait les premiers épisodes, il charte. Et il y a un mood board, et il y a des documents, et il y a des... On ne fait pas de plan large en dessous de telle focale, on fait pas. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a des choses qui sont chartées. Ça peut être sur les couleurs, ça peut être sur les manières de filmer, des distances à respecter avec certains comédiens, j'en sais rien. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent être chartées et qui sont supervisés normalement par le showrunner, et qui sont de toute façon aussi naturellement communiqués entre les opérateurs. Là, je ne parle pas d'une saison à l'autre, hein. Je parle au sein d'une même saison, quand par exemple sur 8 épisodes, il y en a 2, 3, bon, voilà. Par exemple, je sais que j'avais parlé avec Christopher Probst, qui est en fait le chef opérateur qui a fait les pilotes de Mindhunter. J'avais parlé avec lui. Après, c'est Eric Messerschmitt, le chef-op de Fincher, qui a pris le relais, mais Christopher Probst a fait les premiers. C'est lui qui a créé la charte visuelle, une partie de la charte visuelle de Mindhunter à ce moment-là. Et ensuite, ça a été, il y a une continuité, mais c'est toujours comme ça. En tout cas, quand eux, ils fabriquent, c'est toujours comme ça, les Américains. Nous, en France, moi, j'ai pas travaillé avec Netflix en France, mais je sais que ça se pratique. En tout cas, il y a un échange, il y a une communication dans quel matériel. D'ailleurs, même sur certaines séries dont j'ai entendu parler, je sais que par exemple Netflix essaie de garder le chef électricien ou les assistants caméra pour qu'il y ait une continuité aussi technique dans les outils, dans la manière de faire, pour que ça roule, etc. Il y a aussi un peu ça qui existe. Donc c'est un peu tous ces process. Maintenant, c'est pas forcément toujours au millimètre, hein. Disons qu'il y a une communication, c'est sûr, au sein d'une saison. Et puis il y a certains postes qui restent référents. Et puis il y a normalement un showrunner qui dirige les choses. Tout ça existe. Mais encore une fois, effectivement, en France, nous n'avons pas la culture du showrunner. Donc je pense à tous les jeunes et les autres qui ont envie d'être showrunner. Allez-y, il y a des choses à faire en ce moment. À se former, il y a ce métier, il faut qu'on puisse se l'approprier aussi, parce que c'est important de garder une vision globale. Et moi, j'ai eu la chance de ne jamais avoir à donner une partie. J'ai juste eu Mental saison 2 que j'ai pas pu faire, et donc j'ai parlé au chef opérateur qui m'a appelé pour me demander comment s'était passé la saison 1.
Mais c'est pas la production qui nous a mis en contact de manière formelle. Hein. C'est nous, on s'est appelé. Je lui dis bah voilà, j'ai fait ça, j'ai utilisé ça. Regarde, il y a ça que tu peux faire. Et puis lui, il est parti aussi dans d'autres directions. Donc c'est comme vous disiez, c'est intéressant aussi d'avoir des volontés de se renouveler aussi un peu, de faire évoluer, voilà. Ou alors de rester pareil, mais en tout cas que les volontés soient énoncées, quoi. N'importe comment, quand l'audience est là, les changements ne posent pas trop de problèmes, quoi. Ouais, alors après, Aussi. je suis pas d'accord. Parfois, il y a des épisodes où il y a des équipes qui changent et on se dit mais qu'est-ce qui se passe sur cet épisode, et on regarde le générique et on dit ah ok, d'accord. Non mais tu vois, c'est bon, ça n'empêche pas de continuer sur la série, mais on le voit, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé là, pendant 2 épisodes de suite. Généralement les ventres mous 5 et 6 là, ou 4 et 5 là, où on se dit ils ont mis le paquet 1 et 2 et puis qu'est-ce qui se passe? Une question. Oui. C'est quoi un showrunner? Eh ben, un showrunner, c'est quelqu'un qui va diriger le show. Donc ça veut dire que je fais une traduction, effectivement, mais c'est quelqu'un qui va être finalement embauché par la production pour assurer une continuité artistique. Donc quand les réalisateurs vont changer, quand les équipes artistiques qui sont impliquées vont changer, le chef opérateur ou d'autres postes, s'assurer qu'il y ait bien une continuité d'épisode à épisode, que tel décor continue à être filmé de cette manière, que les couleurs utilisées dans les costumes sont bien machin, qu'il y ait une unité, une uniformité. Et j'ai encore une autre question. Et toutes les décisions en finale, est-ce que c'est la production qui impose à la fin? Par exemple, sur le travail que vous faites, s'il y a quelque chose que vous voulez absolument, mais que la production n'est pas d'accord, qui est la décision finale? Bon, ça dépend, c'est des grands débats. C'est des grands débats. Alors juste pour finir sur le showrunner n'est pas que... parce que là, on parle de la technique de l'opérateur, mais le showrunner, en fait, il dirige... il a une vision sur l'entièreté du show, c'est-à-dire aussi les personnages, l'évolution des personnages, il va diriger tout ça. Et même il peut diriger de saison à saison, c'est lui qui va assurer une continuité. Et après, alors les discussions avec les productions, généralement de toute façon, il y a un texte, il y a des choses à fabriquer visuellement. Quand il y a des discussions avec la production, si la production n'est pas d'accord, pour moi, au final, c'est toujours la production. On doit suivre ce que nous dit la production. On est quand même embauché, on est quand même payé, et il y a une volonté. Bon, bah voilà, on fait ce qui est dit. Après, ça n'empêche pas les clashs, ça n'empêche pas de faire autrement. Mais bon, normalement, c'est quand même eux qui nous emploient, donc on est censé travailler. C'est ça. Si on accepte de travailler pour eux, on accepte aussi de. Sinon, si vous voulez que ce soit votre dernier job, non, mais j'exagère, mais voilà, il y a quand même cette idée. Il y a quand même cette idée, quand même, de se dire, voilà, on est embauché, donc la décision finale, c'est la production, voilà. Après, si on n'est pas d'accord, on termine l'épisode et puis on s'en va, on fait pas le suivant, voilà. Mais quand même, c'est. D'autres questions? Oui, allez-y. La relation entre le chef opérateur et le réalisateur, est-ce qu'elle est très différente lorsqu'il s'agit de longs métrages ou de séries? Parce qu'on parle beaucoup de technique, est-ce que vous avez une liberté artistique dans les séries également? Oui, oui, bien sûr, heureusement. Sinon, ce serait un petit peu ennuyeux, comme j'ai dû le dire tout à l'heure. Mais après, la relation, je pense que ce soit du long métrage ou de la série, je pense qu'elle est hyper importante. Ouais. Ça, on va tous être d'accord pour le dire. Après, il y a différentes manières de travailler, les réalisateurs, forcément, ils sont humains et ils sont tous différents. Donc du coup, il y en a qui vont être plus attachés à la technique, plus exigeants, plus précis, avec des demandes. Il y en a qui vont être peut-être plus sur le jeu des comédiens, sur le texte, sur l'écriture, et vous laissez plus de liberté. Ça dépend vraiment. Mais après, de toute façon, indéniablement, le réalisateur et le chef opérateur, il faut qu'ils travaillent ensemble. Si c'est pas le cas, ça va pas. Ça va être compliqué, ça arrive, et là ça arrive parce que forcément, oui, on est humain et parfois on s'entend pas. Mais là, ça va pas être bien.
C'est pas ce qui nous... Il y aura moins de plaisir, quoi. Ouais, à voilà. venir sur le plateau. Donc, maintenant, mais... oui, c'est primordial. Et puis, voilà, comme Xavier racontait, ça peut être un travail sur la durée, sur la longueur. Il a rencontré David, le réalisateur avec qui tu travailles, et puis du coup, forcément, ça crée une sorte de binôme, on va dire. Mais c'est pas la règle absolue, parce que parfois il y a des réalisateurs qui aiment bien changer aussi. Voilà. Mais en tous les cas, sur ce rapport de travail ensemble, oui, forcément, et que ce soit du long métrage et de la série. Ouais, ça change pas trop. Non, ça change pas. Après, il y a le rapport au temps. On a beaucoup sûr. parlé du temps. Bien sûr. Ça, c'est sûr que le temps, du coup, ça va plus vite. Comme il y a aussi en série télé parfois plus de séquences à faire avec beaucoup de textes, parfois on n'a pas le temps de tout bien préparer ou tout bien découper. Donc il y a peut-être un travail... et encore, ça dépend des réalisateurs, parce qu'il y en a en série télé, malgré tout, ils arrivent avec un découpage complet de toutes les séquences, de toute la journée. Bon, voilà, mais il y a ce rapport au temps, où parfois on a peut-être un petit peu moins le temps de se parler et de prendre le temps sur le plateau, en mise en scène notamment. Je sais que là, je prends beaucoup de plaisir en mise en scène, avec Virginie Verrier, la réalisatrice du film que je fais en ce moment. Il y a des moments, bon, il y a un truc qui ne marche pas. On se pose, on prend le temps. Et ça, c'est des choses auxquelles je ne suis pas habitué. Moi, quand ça ne marche pas, généralement, on passe à autre chose, ou on en refait une, mais on n'a pas forcément... Ou alors on se consulte, mais ça va durer 3 secondes, et on se dit, bon, il faut qu'on trouve une solution rapide. Tant pis, j'ai déjà le début dans cette prise-là, fais-moi la fin sur un autre angle, et on passe à la suite. J'exagère, hein, j'exagère parce que sur certaines séries, on prend évidemment le temps, mais là, on a du coup un peu plus le temps de la discussion sur le plateau, chercher ensemble. Enfin, c'est ce que je ressens, encore une fois, c'est mon expérience, et il y a plein d'autres opérateurs qui pourraient dire autre chose, mais voilà, moi j'ai ce feeling un peu d'avoir un peu plus de temps et du coup de fouiller un peu plus les choses. Oui, puis aussi l'autre chose, c'est que malgré tout, on est notre métier fait qu'on est au service aussi du réalisateur et qu'on doit mettre en image ce qu'il a imaginé. Donc forcément, c'est une collaboration. Ça peut pas être autrement parce que. Oui, mais il faut. Ouais. C'est le capitaine sur le bateau, mais on a besoin des uns des autres. C'est un travail qui reste pour moi, entre parenthèses, artisanal. Ce côté-là est très important. Mais s'il y a de la communication, tout se passera bien, parce qu'on a affaire à des personnalités différentes. On va passer 1 mois ou 4 mois ensemble. Et la confiance, le rapport de confiance et de communication, si ça, on peut le maintenir, normalement les choses doivent bien se passer, quoi. Mais il faut comprendre ce qu'a le réalisateur dans la tête. Moi, jusqu'à maintenant, les réalisateurs font confiance et voilà, on nous laisse travailler certainement pour toi aussi ou d'autres collègues. Voilà. Mais ça reste le capitaine, ça c'est sûr. Mais tout seul, il a besoin de monde, un petit peu de monde autour de lui, quoi. Et de lui laisser le temps avec les comédiens, surtout travailler avec les comédiens aussi, quoi. On a une gestion du temps, je reviens sur la gestion du temps dont tu as parlé, Xavier, c'est important de lui laisser le temps de travailler avec les comédiens, quoi. Ouais, la gestion du temps, on en parle beaucoup. On a des discussions très claires, par exemple avec la production, sur les heures supplémentaires. 1 heure supplémentaire peut coûter 2 000, 3 000 euros, parce que quand on fait 1 heure, tout le monde fait 1 heure. Alors si vous êtes une équipe de 50, vous êtes 50 à faire 1 heure. Si vous êtes une équipe de 150, vous êtes 150 à faire 1 heure. Et j'ai déjà fait des plateaux avec des heures supplémentaires qui coûtent 7 000 euros. Alors quand vous faites 10 heures supplémentaires sur les 2 premières semaines, vous êtes déjà à 70 000 euros d'heures sup. Voilà, c'est juste 1 heure par jour, hein. 10 heures sur 10 jours. Donc, et ça, ce management du temps, il est omniprésent. Et on doit essayer, c'est pour ça qu'on se dit, c'est toujours le capitaine, et je rejoins mes collègues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il y a un plan, ça ne nous arrange pas de le faire, parce qu'on sait que visuellement, c'est pas optimum. Bon, le réalisateur le veut, essayons de le faire le mieux possible pour que visuellement, ce soit intéressant et que ça raconte l'histoire. Et puis si c'est un peu moins bon, c'est pas grave. Et puis il faut essayer de doser ça. On parlait de pourcentage tout à l'heure. Moi, je sais que j'aime bien me dire, je fais toujours un peu j'essaie de faire des compromis dans la journée pour que ça se passe bien avec le réalisateur et pour que la journée se termine bien. Et j'essaie de garder dans ma tête un curseur en me disant, aujourd'hui j'ai fait entre 70 et 90% de trucs bien. Donc parfois il y a des jours c'est 70, parfois c'est 60, je dis oh là là aujourd'hui. Et globalement je reste dans un entre 70 et 80. J'essaie de doser, mais en fait tout ce que je dose c'est ce que je lâche en disant bon là c'est moins bon, mais je suis au service de la réalisation. Je ne suis pas en train de faire une publicité où chaque plan doit être extrêmement léché, je ne fais pas un film pour moi.
Je ne suis que l'opérateur, donc je dois être au service de l'histoire. Et ça, c'est pas facile, parce que parfois, on sait ce qui pourrait marcher visuellement. On dit, non, mais fais pas cet axe, regarde le soleil et tout. Oui, mais je veux que mon comédien sorte de là et aille de là à là. Tu comprends, il est dans cet état d'esprit, je veux qu'il soit contre ce mur, mais c'est moche de tourner contre le mur. Et voilà, on a des discussions où, bon, ok, il faut transiger et il faut essayer d'avoir une espèce d'équilibre au sein d'une journée. Donc moi, j'aime bien garder ça en tête, me dire, ok, aujourd'hui, j'ai fait ça, bon, ça va, on est toujours dans une bonne moyenne. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais... Oui, je vous vois. Allez-y. Ouais. Merci d'être là et pour tout ce que vous dites. Je bois du petit lait et je pense que beaucoup dans la salle sont comme moi. Vous avez cité de nombreuses séries et à chaque fois, vos séries références sont des séries soit américaines, soit anglaises. Est-ce à dire, j'accepte Germinal, j'accepte la série quotidienne de Ainsi Grand Soleil, est-ce à dire que des choses comme 10%, comme le Bureau des légendes ou En thérapie Si, c'est super. Non, mais c'est des super séries. C'est vrai qu'on les a pas citées. Ouais. C'est vrai, on les a pas citées. Moi, c'est pas... c'est des super séries. Le Bureau des légendes, j'ai adoré. 10% aussi. Après, j'ai tendance, quand je parle des séries, malheureusement, il y a un biais un peu. C'est que j'ai tendance à avoir le biais, est-ce que visuellement c'est intéressant? Et moi, voilà. Après, il y a des gens qui peuvent trouver 10% intéressant, voilà, et en thérapie. Mais moi, j'avoue que c'est pas forcément ces directions-là. Et donc, j'ai eu tendance à parler de séries qui m'évoquent des choses visuellement, où je vois un travail, voilà, et surtout un travail qui sert le fond, où il y a un fond et forme qui sont vraiment dans une belle corrélation, et c'est pas facile à trouver ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cité ça. Le Bureau des légendes, il y a plein d'épisodes qui sont bien. Après, il y a des séries, il y a des saisons qui sont peut-être un peu mieux que d'autres aussi. Mais oui, si, je sais que j'avais bien aimé Braco aussi, où je trouvais qu'il y avait des choses qui se passaient dans les séries. Engrenage, ouais, ils font des trucs super aussi. Voilà. Canal+, Paris Police 1900, je trouve que c'est formidable visuellement ce qu'ils ont. Le bazar, ouais, voilà. Ouais. Bon voilà, oui, il y en a, c'est vrai. Ouais, très gros travail sur le bazar des charités. Bon, après, on a moins tendance à citer. Enfin, oui, c'est vrai, on a moins tendance. C'est une constatation. Je n'ai pas d'explication. Non, mais si, attends, juste l'explication, c'était peut-être parce qu'on parlait des références. Des bases de streaming. Donc, oui, du coup, forcément, je pense qu'on est parti là-dessus. Enfin, bon. Oui. Après, voilà, il y a des choses. Pour donner une explication qui existe peut-être pas. Arte aussi fait des choses intéressantes. Il y a plein de choses. Une toute dernière question. Oui, allez-y. Ok. Non, je voulais juste que vous nous partagiez un peu votre expérience sur les tournages en France, tournage en studio versus décor naturel. Parce que j'ai l'impression que là, en France, la tendance est un peu à tourner en décor naturel, en fiction, cinéma, par rapport à d'autres pays anglo-saxons. Quelle est votre expérience à vous? Est-ce que vous avez plutôt travaillé en décor naturel ou en studio? Et qu'est-ce que vous avez préféré faire pour, en tout cas, le format série, avec justement cette exigence de temps, etc. Je ne sais pas si la question est claire, je peux la je vais reprendre l'exemple de Shérif, où il y a eu la construction à Lyon du commissariat. Donc là, c'est un travail assez passionnant, puisque c'est, une fois de plus, c'est un travail avec le chef électro sur toute la mise en place des projecteurs, enfin de la lumière, et pour créer l'artistique qui a été définie dès le départ, si on reprend le mood board, enfin les intentions du réalisateur, avec l'accord de la production et de la chaîne. Après, moi, j'ai pas de préférence. Enfin, ce que j'aime pas, c'est les extérieurs naturels, par exemple. Enfin, ça se maîtrise, mais il faut du temps et du matériel pour sortir des cadres, des grands cadres, des grandes toiles et autres. Mais après, il n'y a pas aussi les intérieurs nuits, extérieurs nuits, intérieurs jour. Les décors naturels, parfois, on doit aussi... parfois, ça ne va pas. Donc, on se dit, est-ce qu'on a une deuxième ou une troisième proposition de repérage sur un intérieur naturel, un décor naturel, parce que les murs sont trop clairs, et quand c'est un peu trop clair, suivant comment on va éclairer, ou ce qu'on doit ou ce qu'on va filmer, ça nous interpelle un petit peu. Donc, on monte un petit peu au créneau pour demander s'il y a possibilité de voir un autre décor. Les intérieurs nuits, moi j'aime beaucoup, les extérieurs nuits aussi, mais je sais pas, je me suis un peu égaré ou j'ai répondu à votre question? J'ai pas de préférence, je vous dis, sauf la gestion, on en revient au temps, sur l'extérieur. Ouais. Le studio, il y a un gros travail quand même à faire sur
Là, pour Shérif, on avait fait des essais de comment dirais-je, de brillance, de réflexion, de diffraction, etc. Donc de travailler sur la matière, que ça ne fasse pas carton-pâte. Oui, tu veux dire les murs, les murs, ouais, verres, les murs ça, sur les teintes, un travail sur les teintes aussi, avec à partir du moment où on a choisi, on est allé avec un appareil photo, mais on avait déjà déterminé, on avait fait des choix optiques. Mais il y a eu un gros travail de fait sur les teintes, les brillances, réflexions et autres. Après, le studio, quand on y passe 4 semaines ou même plus, on peut commencer à s'ennuyer un petit peu. Mais ça fait partie aussi du métier. Enfin, c'est passionnant aussi, où il y a cette diversité, quoi. Oui, après c'est souvent des décisions économiques. Hein. En fait, avant c'était un systématisme. Hein. Si je parle dans l'histoire du cinéma, il y avait les extérieurs en extérieur et le studio pour les intérieurs. Hein. On n'est plus là-dedans. On est dans maintenant. Est-ce que économiquement c'est plus intéressant de tourner dans un appartement pendant 4 semaines, qui est au 6e étage avec des nacelles, des structures, etc. Ou est-ce que cet appartement le construit en studio? Souvent c'est pour les décors dans lesquels on va rester longtemps. On se dit, tiens, on a des cloisons qui sont démontables, on est en rez-de-chaussée, les accès sont plus simples, etc. Donc, moi, je sais que j'ai pas fait beaucoup de studios dans ma vie d'opérateur. J'en ai fait un peu plus sur Germinal, parce que les mines, on n'a pas eu le droit d'y tourner. On peut plus tourner dans les mines, on peut pas rentrer dans les mines. Donc, on a tout construit, toutes les mines, et on a aussi démonté la mine et remonté dans un studio spécifique en Belgique qui permettait d'inonder. Un studio aquatique qui permettait de faire monter l'eau, et donc on était tous avec nos combinaisons et bouteilles et caméras supplémentaires, etc., entre air et eau. Voilà, moi je dirais souvent le studio il arrive quand soit économiquement c'est plus intéressant, ou soit des contraintes qui font qu'on ne peut pas faire autrement. Là typiquement les mines on ne pouvait pas faire autrement. Je pense que quand on est sur des séries avec des appartements ou des intérieurs où il y a des longues durées de tournage, ça vaut le coup de construire. Après, quand on a une journée ou 2 à faire seulement, c'est rare de construire, quoi. Ça, on est plus là-dedans dans le choix du studio ou pas du studio, finalement. En tout cas, moi, dans ce que je connais, encore une fois. Je ne connais pas tout. Juste une précision, à qui revient la décision ? Oh, c'est des décisions prises ensemble, hein. C'est des décisions prises pendant la phase de préparation. On va se dire, bon, ok, on a visité tant d'appartements, ou alors, Germinal, on a fait un pré-repérage, en fait, pardon les gars, mais toutes les mines sont fermées, donc on sait qu'il va falloir les construire. C'est des décisions vraiment en amont, où on va se dire, bon, bah, faites, ce décor, on a trouvé, mais alors pour l'éclairer, c'est compliqué, il est au 15e étage, comment on va gérer les baies vitrées, le directeur de production, ils font des additions, ils disent bon, si on construit ça coûte tant, si on éclaire ça coûte tant, visuel. Puis après il peut y avoir un producteur qui dit non, finalement je veux quand même le faire en décor réel, ou un réalisateur qui dit non les gars, moi je veux que ce soit imprécis, je veux que ce soit imparfait, je veux subir cette lumière du jour qui rentre et qui repart et qui sort, et je veux pas d'un univers trop contrôlé. C'est un peu des discussions artistico-économico-techniques, on le fait tous ensemble pendant la préparation. Oui, voilà. Et puis après, c'est ce que tu disais, c'est que ça peut être un réalisateur ou un chef opérateur qui aime bien. Moi, j'aime bien qu'il y ait des accidents justement qui arrivent. Donc c'est vrai que les décors naturels, ça peut aussi, comme dit José, avoir des difficultés. Bien sûr, on le sait, par rapport au temps, par rapport aux contraintes, par rapport au raccord. Le soleil, forcément, on le maîtrise pas. Les nuages non plus. Donc voilà. Mais du coup, il peut y avoir des choses assez intéressantes qui peuvent se passer qu'on n'a pas prévues. Oui, c'est ça, en décor réel. Oui. Donc ça peut aussi être intéressant. Tout dépend ce qu'on raconte. Après, ce qui est important, ce qui est la difficulté de nos métiers, et je pense que ce qui nous plaît, c'est le raccord entre les deux, faire en sorte qu'on y croit, qu'on ait l'impression vraiment d'être dans l'appartement alors que on est dans un studio, faire croire qu'on est dans une mine alors que pareil. Encore ça c'est plus simple, hein. La mine c'est dans le noir avec une lampe, bon ça marche, hein. C'est comme si vous étiez chez vous fermez tout, prenez une lampe, c'est pareil. Le faire du jour c'est un peu différent, enfin t'as raison, recréer la lumière du jour, c'est tout quelle philosophie on va adopter, est-ce que c'est un ciel bleu qui va éclairer, est-ce qu'il fait beau, pas beau, est-ce que ça rentre par les fenêtres, est-ce que le plafond, je m'arrange avec le plafond, enfin quand on rentre en studio il y a plein de choses comme ça qui peuvent être faisables. Est-ce qu'on démonte un mur pour mettre une caméra ? Est-ce que la caméra est physiquement à un endroit où elle ne pourrait pas être ? Et il y a des réalisateurs qui ne veulent pas. Il y a des réalisateurs qui vous disent non, moi je veux que la caméra reste dans un espace clos, je ne veux pas qu'on se serve des artifices du studio pour découper. Bon, voilà, il y a un peu toutes ces philosophies. Mais toi, du coup, tu fais beaucoup de studios ?
Je fais pas que du studio, mais ouais, j'en fais. Mais moi, c'est pareil. Moi, j'aime bien varier. Bah, je pense qu'on est tous pareils. De toute façon, au bout d'un moment, on aime bien être dans un studio quand il pleut dehors ou qu'il fait -10. Et puis sinon, on aime bien aussi être dehors, tourner dans des décors incroyables. Je sais pas. Il y a des endroits magnifiques où d'un coup va y avoir une lumière aussi incroyable qu'on va arriver à capter, et ça, là, même si on n'y est pour rien, on est quand même content d'avoir été là au bon moment. Donc il y a plein de choses, plein de facteurs qui rentrent en compte, mais bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on aime bien. Ouais. Après, le confort du contrôle en studio, moi j'aime bien aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on rentre dans le contrôle, dans la maîtrise de tout, des effets de soleil. On n'a pas le soleil qui varie, on n'est pas obligé, on n'a pas un soleil qui rentre comme ça quand on rentre du déjeuner et qui est comme ça quand on est prêt à couper la journée. Et on se dit mais comment on va raccorder plus le changement de température, de couleur du soleil, la météo qui peut être changeante dans une journée qui fait qu'on a des raccords. Tout ça en studio, ça n'existe pas. Donc c'est sûr que normalement, on est plus confort quand on est un opérateur en studio. Voilà, pour le contrôle. Mais encore faut-il bien penser ces effets, cette magie d'essayer de recréer la lumière du jour, qui est quand même un exercice particulier. Voilà. C'est passionnant. Oui. C'est passionnant. Oui. On va finir sur ça. Merci beaucoup à vous trois et merci à vous aussi d'être venus. Profitez bien de la fin du festival. Merci.